vous propose de passer au deuxième topo qui nous sera proposé par Guylaine Tran. J'ai la chance de travailler avec Guylaine à l'hôpital de Nîmes. Elle pratique l'hypnose depuis fort longtemps actuellement et elle s'occupe aussi de patients au centre de la douleur pour la prise en charge de patients douloureux chroniques, en particulier dans le cadre par exemple des amputations où on a d'excellents résultats. Je vous propose d'emblée de passer à son quiz qui doit théoriquement s'afficher sur vos petites tablettes. Alors, la question concernant... Ah non, je n'ai pas ta question. Alors, la question, il y a eu une inversion, je suis désolé sur les questions. La question de Guylaine était: pour pratiquer l'hypnose conversationnelle, une simple initiation à l'hypnose médicale est-elle suffisante ? Donc je suis désolé, il y a une inversion dans le timing des quiz. Et donc vous avez théoriquement le quiz 3 qui s'affiche. On ne peut pas être parfait aujourd'hui, c'est pas grave. Je pense que Guylaine, on peut passer d'emblée à la réponse. Donc la réponse est tout à fait non. Et vous allez suivre mon topo et vous allez bien comprendre pourquoi. Une initiation n'est pas suffisante, c'est une connaissance vraiment importante à tout le processus hypnotique. L'hypnose conversationnelle pour tous, hypnose light, pas du tout. L'hypnose conversationnelle, c'est certainement la forme la plus aboutie de l'hypnose. L'hypnose, l'activation de la conscience hypnotique résulte d'un dialogue permanent entre soignant et soigné. Il n'y a pas, comme dans l'hypnose formelle, des processus dissociatifs importants. Cela même qui signe pour les néophytes l'hypnose, c'est-à-dire patient comme endormi, silencieux, seul le thérapeute parle. En réalité, tout se déroule comme une simple conversation tout à fait banale entre deux personnes. Il n'y a pas de préalable, pas de préambule, si bien qu'elle est très permissive et elle rencontre très peu de résistance. C'est une hypnose qui peut être utilisée dans le feu de l'action. Le processus hypnotique, bien sûr, est activé et il est plus instable. Il nécessite donc une présence active de la part du thérapeute, ainsi qu'une observation fine de ces passages entre conscience hypnotique et conscience critique. Parce que développer l'hypnose thérapeutique, c'est bien pour en utiliser l'hypersuggestibilité. La suggestion étant une idée qui est introduite dans le cerveau de l'autre et est acceptée par lui. C'est la définition d'Hippolyte Bernheim, un des pères de l'hypnose contemporaine. L'hypnose conversationnelle nécessite aussi une très grande adaptabilité du thérapeute. Il doit en permanence, même s'il est le leader, accepter et adhérer à toutes les réponses du patient. C'est un peu un exercice dans lequel il doit se mettre en capacité d'être surpris et d'accepter de nouvelles choses, un peu comme un exercice de théâtre d'improvisation. C'est le yes et oui et non pas le non mais. Il y a un véritable échange, il est soutenu, ce cadre doit être flexible. En effet, les réponses du patient, ce sont ses ressources qui peuvent être surprenantes et qu'il va falloir toujours accepter et utiliser pour créer une focalisation de plus en plus importante, un peu comme un film qui se déroule plan par plan, des plans anciens ou des plans à venir. Et petit à petit, ces plans sont dans la réalité, sont dans le présent. Et c'est le passage au présent qui va permettre d'objectiver l'activation des ressources virtuelles du patient. Et ce sont ces ressources virtuelles qui vont être utilisées à des fins thérapeutiques. D'autres signes vont apparaître, un petit peu comme la lenteur de réponse, comme les regards dans le flou, dans le vague, et les suggestions de confort, de détente vont pouvoir être posées. De même que des suggestions plus indirectes, plus permissives, comme les métaphores qui orientent vers le changement. Ainsi, l'hypnose conversationnelle, qui est la moins contraignante, est la plus utilisée. Moins contraignante puisqu'elle ne demande pas l'autorisation du patient, simplement l'information en tout cas, simplement parfois l'autorisation d'être accompagné de façon respectueuse, éthique, pour plus de confort et plus de bien-être. Les changements d'orientation de la conscience et de l'attention peuvent se faire soit vers un souvenir agréable, qui peut être très ancien, une activité, un lieu dans lequel, un lieu de ressources qui va permettre d'accompagner le patient dans un soin, dans un geste relativement court. Orientation également vers du futur, et c'est l'anticipation, cette anticipation qui va permettre en consultation de dépasser l'angoisse d'un soin par activer le retour à domicile, mais également permettre la réhabilitation en décrivant les différentes étapes, également la rééducation. Une rééducation vers la marche, reprise de la marche, projeter le patient déjà dans la marche.
Cette hypnose conversationnelle va également activer, comme tout processus hypnotique, des processus idéo-sensoriels et idéo-végétatifs. Ça permet ainsi de créer de l'analgésie pour poser une perfusion favorisée par une vasodilatation métaphorique. Les ressources virtuelles vont permettre également de mettre en place une analgésie en salle de réveil par des réifications, également de préparer le patient à un lieu de sécurité ressource, un lieu de sécurité imaginaire qui va permettre ensuite de développer en hypnose formelle. Ainsi, l'hypnose conversationnelle est un outil important qui présente quand même quelques limites. Évidemment, la présence et la disponibilité d'un thérapeute bien formé. Également des limites liées à des actes qui seraient longs, qui seraient très douloureux, qui nécessiteraient un relâchement important ou qui nécessiteraient une immobilité totale. Là, elle peut être associée à d'autres techniques, anesthésie locale, loco-régionale ou bien préalable à une anesthésie générale. Malgré ces restrictions, l'hypnose est vraiment le conversationnel, c'est comme le couteau suisse pour un soignant et tous les soignants en retirent un grand bénéfice, ainsi que les patients bien évidemment. Je vous remercie. Merci Guylaine. Donc, je vous invite toutes et tous ceux qui nous suivez à envoyer vos questions pour Guylaine. On les a en direct sur le chat, et ce qui nous permettra bien sûr de continuer cette animation. Guylaine, merci pour ta présentation. Beaucoup de questions qui nous viennent sur pourquoi, qui, où, comment se former. Première question, finalement, comment se former à l'hypnose, Guylaine ? Alors, l'hypnose conversationnelle nécessite exactement la même formation que l'hypnose formelle, puisque tout est question de dosage. C'est un petit peu comme la sédation par rapport à l'anesthésie générale. C'est un dosage, mais c'est également une sensibilité. C'est-à-dire un patient hyper suggestible, un patient, et ça représente 25% des patients, vous pensez faire de l'hypnose conversationnelle, et puis vont s'installer des signes beaucoup plus importants d'hypnose formelle, dissociatif, et il va falloir pouvoir le gérer. Donc, l'hypnose nécessite une formation qui peut se faire dans différents instituts, privés ou non, dans des DU. De nombreuses facultés maintenant développent effectivement des DU ou des DIU qui sont orientés plus vers de l'hypnose médicale qui associe la prise en charge aussi bien en anesthésie qu'en thérapie. Et ce qui est très important, c'est que tous ces instituts de formation soient bien validés par les confédérations françaises d'hypnose et thérapie brève. Je rappelle qu'il faut s'éloigner de tous les instituts qui vous proposeraient des formations de maître en hypnose et qui n'auraient pas cette caution médicale et institutionnelle. Merci Guylaine. Une autre question de Brice qui habite Meaux. Je dois former ou j'espère former mes équipes. Faut-il aussi former mes aides-soignants au bloc opératoire ? Alors ça, c'est une question effectivement intéressante et qui porte débat. Les avis sont partagés, donc ma réponse ne peut pas être absolument directe. Dans notre établissement, Nîmes, nous avons décidé de former l'ensemble des équipes infirmières, médicales, sages-femmes, manipulateurs radio, kinésithérapeutes, mais nous avons exclu pour l'instant les aides-soignants qui, eux, bénéficient de deux autres formations qui sont d'une part la communication thérapeutique et d'autre part la RESC. Et la communication thérapeutique, c'est une formation qui doit être appliquée à toutes les personnes qui sont en lien avec un patient, que ce soit le brancardier, la secrétaire, l'aide-soignant. Après, récemment, au cours d'une rencontre interprofessionnelle de gens formés à l'hypnose, la question de formation des aides-soignants s'est posée. Et donc, nous formons actuellement pour la prochaine session une aide-soignante. C'est une exception, mais parce qu'elle entre dans un projet de service, que le chef de service est formé à l'hypnose, que l'équipe est formée à l'hypnose. Donc, un aide-soignant, oui, éventuellement, si derrière, il y a un vrai projet de service et s'il est encadré par des personnes compétentes qui peuvent l'aider dans ce projet-là. Donc, ma réponse est mitigée. Mitigé. Moi, j'ai une question pour Bruno Suarez, qui est radiologue. Bruno, est-ce que toi aussi, tu as eu la volonté de former tes équipes et finalement, comme Guylaine, quel gain tu en as attendu ? En radiologie, on n'a pas d'aide-soignants. Par contre, on a des secrétaires et des techniciens de radiologie. Et nous, on a pris le parti de former tout le monde, y compris les secrétaires. Ce qui nous donne une chaîne de communication assez cohérente finalement, avec des résultats intéressants. Par exemple, dans notre centre d'IRM, on a vu depuis
3 ans la disparition des attaques de panique, alors qu'avant on en avait 10 par an. Et je pense quand même que le fait d'avoir une communication cohérente dans une équipe peut donner ce type. On suppose que c'est peut-être en lien avec cet aspect-là. Alors notre choix à Nîmes a été d'ouvrir la formation à la communication thérapeutique à tout le personnel, aussi bien administratif, secrétaire, aide-soignant, brancardier. Tout le monde bénéficie et peut bénéficier de cet outil-là, qui est un outil quand même déjà très très intéressant et suffisant pour la majorité des situations d'accueil. L'utilisation des mots positifs, du non-verbal et du paraverbal, des 3 langages, ça fait partie de la communication thérapeutique. Le pacing, le mirroring, ça fait partie de la communication thérapeutique. Donc ce qui est l'ajout de l'hypnose, c'est le pouvoir des suggestions. Donc c'est pour ça, on a fait un petit distinguo, et puis on a un établissement où il y a 4000 personnes. Donc effectivement, il y a un coût aussi à la formation à l'hypnose qui n'est pas négligeable. Alors bon, voilà, c'est aussi des choix politiques et économiques. Guylaine, est-ce qu'il y a des personnels à prioriser pour cette formation? Est-ce qu'il faut d'abord mettre, je dirais vulgairement, le paquet sur les médecins, puis les infirmières et les aides-soignants? Ou est-ce que ça doit être plus une cohésion d'équipe et une formation qui se fait par imbibition? Alors, il est intéressant de développer des projets d'équipe, bien évidemment, puisque au sein d'une équipe, la communication identique, effectivement, l'harmonie de la pratique va créer une ambiance positive. Nous avons favorisé, nous, les 3, 4, 5, 6 services prioritaires, qui sont évidemment les blocs opératoires, les endroits très techniques, radiologie, médecine nucléaire, soins palliatifs également, les urgences, la pédiatrie. Et voilà, en priorité. Et ensuite, développer dans chaque service un projet de service. C'est vraiment un impératif pour que ça puisse se développer et que les personnes ne soient pas isolées au sein d'une équipe et un petit peu encore regardées comme des personnes qui utilisent des techniques qui pourraient être encore considérées non pas comme complémentaires par certains, mais parallèles. Alors, plusieurs questions. Alors, ça vient de toute la France, de Lille, de Libourne, donc on va du nord au sud, bientôt à l'est. Nancy, réveillez-vous. Première question rapidement. À quel âge peut-on utiliser ou proposer l'hypnose pour nos patients ? Alors, plusieurs formes chez l'enfant, assez précocement, mais avec peut-être des formes différentes. Mais dès 3-4 ans, l'enfant, par des techniques indirectes, peuvent bénéficier non pas de l'hypnose formelle ou de l'hypnose comme on l'entend, mais en tout cas d'un accompagnement qui va lui permettre de développer son imaginaire. Et l'imaginaire de l'enfant, il nous devance bien évidemment. Donc un enfant est très, très suggestible et il est très facile de développer l'hypnose chez l'enfant assez précocement. Une question, mais qui a déjà été posée à Aurore Marcoux. Donc, celui qui a posé la question était probablement en retard et encore au café. Faut-il cibler les patients lorsque l'on décide ou souhaite faire de l'hypnose conversationnelle ? L'hypnose conversationnelle ne développe pas de résistance. En réalité, justement, c'est l'intérêt par rapport à l'hypnose formelle où on doit expliquer qu'on va faire de l'hypnose à la place d'une anesthésie générale, à la place d'une anesthésie, en complément d'une anesthésie loco-régionale. Donc là, il est important d'informer, et effectivement, les patients n'auront peut-être pas envie, après en avoir bien pris connaissance, c'est un phénomène naturel, donc il leur appartient d'accepter ou de refuser de le voir développer. L'hypnose conversationnelle, c'est une conversation banale entre deux personnes, dont une a des outils linguistiques et relationnels qui vont permettre de semer des suggestions positives. Donc non, pas besoin de sélectionner les patients pour semer des suggestions positives. Notre langage habituel en sème toujours des négatives. Donc pourquoi ne pas en semer des positives aussi facilement ? Dernière question qui nous vient de Nice. Brice nous pose la question suivante. Faut-il proposer de l'hypnose la veille de l'intervention ? Alors, on peut éventuellement proposer de l'anticipation du futur. Quand vous rentrerez chez vous, où allez-vous vous installer ? Qui vient vous chercher ? Vous allez vous installer à tel endroit et décrivez l'endroit. Donc, on a fait de l'anticipation et on a permis aux patients de se sortir de l'angoisse peut-être du geste que ça représentait. Oui, donc, mais de façon très light, l'hypnose conversationnelle, hypnose light, mais également hypnose très, très technique. Merci Guylaine. Donc je pense que vous êtes maintenant toutes et tous persuadés, je pense, de mettre en place dans vos structures, vos hôpitaux,
pas qu'au bloc opératoire, mais au cours de tout le séjour du patient, de son admission jusqu'à sa sortie, puis, je l'espère pas, dans les centres de la douleur, si nous avons malheureusement une complication douloureuse post-opératoire, pour mettre en place de façon stratégique, de façon consensuelle, toutes ces techniques qui sont vraiment un bien, pas que pour les patients, mais aussi pour les équipes, ce qui permet, on pourra peut-être en parler aussi avec Bruno, d'apaiser certaines tensions au sein de nos blocs opératoires et on va dire en général dans l'ensemble des structures.